Quand nous pensons au Moyen Âge, beaucoup d'entre nous voient immédiatement la saleté, la brutalité et le retard. Mais que se passerait-il si cette époque, que nous considérons souvent comme sombre et primitive, a appliquée et économe en ressources? Et réduite à l'essentiel. Dans cette vidéo, nous te présentons 7 techniques de survie médiévale géniales, dont beaucoup sont encore utilisées aujourd'hui par les adeptes du bushcraft, les survivalistes et les personnes vivant hors réseau peuvent l'utiliser. Et finalement, tu réaliseras peut-être que ces gens étaient mieux préparés à un effondrement que nous. Premier feu avec acier et pierre. Au Moyen Âge, le feu n'était pas un confort, c'était la base de la survie, c'était la cuisine, la chaleur, la lumière, protection et même communication. Et comme il n'y avait ni allumettes, ni briquets, ni réchaud à gaz, il fallait être créatif avec le silex et l'acier. Cette technique est vieille de plusieurs siècles et elle fonctionne encore aujourd'hui. Tout ce dont on a besoin, c'est d'un morceau de silex, flint et un acier riche en carbone. Si on les frappe l'un contre l'autre à un angle correct, de petites étincelles chaudes se produisent. Cependant, ces étincelles seules ne suffisent pas. L'élément crucial est le matériau d'amorçage. Sec, fin et extrêmement inflammable. Les gens au Moyen Âge utilisaient pour cela des morceaux de tissu carbonisé en l'absence d'oxygène, appelés charclotes, des champignons séchés comme l'amadouvier du polypore soufre, ou des fibres finement récurées de lin, de mousse ou d'écorce d'arbre. L'étincelle devait être placée avec précaution sur ce matériau et ensuite soufflée doucement avec le souffle jusqu'à ce qu'il devienne une flamme. Une fois allumé, le feu valait de l'or. Il ne servait pas seulement à cuisiner, il procurait de la chaleur dans les courants d'air. Les cabanes en bois produisaient de la fumée pour conserver la viande, de la vapeur pour désinfecter les plaies et de la lumière durant les nuits sombres, pour travailler, lire ou prier. Dans de nombreux villages, allumer un feu était une affaire communautaire. On s'entraidait, portait des charbons ardents dans des pots spéciaux de maison en maison et partageait des foyers. Le feu était le centre de la vie sociale, lors des fêtes, dans les fours communautaires, et de grandes marmites de soupe. Et le mieux, cette technique fonctionne encore aujourd'hui. Si l'on est dans la forêt ou si l'on n'a plus d'électricité, on peut allumer un feu avec du silex et de l'acier, sans briquet ni gaz. Tout ce qu'il faut, c'est de la connaissance. Patience et la force de la nature. Les gens modernes sont gâtés par les micro-ondes, les fours et les plaques à induction. Mais autrefois, cuisiner était un art de créer, de stocker et d'utiliser la chaleur uniformément. La solution, le four en terre. Un four en terre est essentiellement un trou dans le sol utilisé pour cuisiner. La méthode est simple mais ingénieuse. On creuse une fosse, on la tapisse de pierre et on y allume un grand feu. Après un certain temps, les pierres deviennent brûlantes. Quand il ne reste plus que des braises, les aliments sont enveloppés dans des feuilles, des tissus, de l'écorce ou d'argile, couverts de terre et cuits pendant des heures. Cette technique a de nombreux avantages. Elle n'a pas besoin de métal, économise du combustible car la chaleur est emmagasinée et cuit les aliments lentement, ce qui rend la viande dure tendre et les céréales plus digestes. De plus, un four en terre. Presque pas de fumée. Parfait donc en temps de guerre ou lors de la fuite, si l'on souhaite rester discret. Dans de nombreux villages, de tels fours faisaient partie de la communauté. On les utilisait lors des fêtes ou des récoltes, ensemble. Un trou, beaucoup de nourriture. Peu, bois. En plus du four en terre, il y avait aussi la méthode consistant à enrober la viande d'argile et à la placer directement dans les braises. L'argile emprisonnait l'humidité, se durcissait à l'extérieur et pouvait être frappée comme une coquille d'œuf plus tard. Il restait une viande tendre et juteuse, sans une seule peau. De telles méthodes montrent que les gens du Moyen Âge savaient utiliser de façon optimale les ressources de la nature, avec le feu, la terre, l'air et un peu de temps. Aujourd'hui, nous comptons aveuglément sur les réfrigérateurs et congélateurs. Mais que se passe-t-il en cas de coupure de courant? Au Moyen Âge, on savait comment conserver les aliments sans électricité, avec des moyens simples qui aussi, encore utiles aujourd'hui. L'une des méthodes les plus ingénieuses était le stockage dans la terre. Les légumes racines, les produits laitiers ou la viande étaient stockés dans ce qu'on appelait des caves en terre, ou des cruches en terre cuite et en pierre enfouie. Ces caves se trouvaient souvent directement sous le sol de la maison, accessibles par des trappes. Grâce à la profondeur, la température restait constamment fraîche toute l'année, même en été. Avec de la paille, des feuilles ou des tissus, ces caves régulaient également l'humidité. Des conduits de ventilation avec les graviers captaient l'eau excédentaire, ce qui empêchait la moisissure et la pourriture. De cette manière, un chou qui pourrirait dehors en quelques jours pouvait être conservé pendant plus d'un mois.
Dans les villages sans cave en terre, on se débrouillait avec d'autres moyens. De grands récipients en terre cuite à parois épaisses étaient partiellement enterrés, de préférence à l'ombre des arbres ou contre les murs nord et entourés de sable humide. Ces systèmes de refroidissement passif refroidissaient par évaporation. Le lait était descendu dans des puits dans des seaux. Les œufs étaient conservés dans de l'eau de chaux. L'eau courante des ruisseaux ou des rivières était utilisée pour rafraîchir des fûts de bière, refroidir le vin ou les denrées périssables. Des paniers de provisions étaient suspendus dans le courant. Un réfrigérateur naturel. Tout n'avait pas besoin d'être stocké au froid. Les céréales, herbes et noix étaient accrochés dans des endroits secs et aérés, souvent sous les toits ou près des cheminées, où montait l'air chaud et sec. Cela tenait les parasites à distance et assurait une longue conservation. L'important était, les gens comprenaient leur environnement. Ils savaient comment le vent, l'humidité, l'ombre et les saisons interagissaient et savaient quand stocker, sécher, enterrer ou conserver. Ces principes de base sont encore valables aujourd'hui, même sans aucune technologie. L'eau potable propre était un luxe au Moyen Âge et un facteur de survie. Les puits étaient souvent contaminés, les rivières pleines de carcasses d'animaux, les étangs des foyers de germes pathogènes. Mais même sans la chimie moderne ou les filtres UV, les gens savaient comment rendre l'eau utilisable. La première étape était la filtration visible. Des matériaux comme le lin ou des tissus de laine grossière étaient tendus sur des seaux pour éliminer les particules en suspension, insectes, algues et boue. Mais ce n'était que le début. Pour un nettoyage en profondeur, on utilisait une technique qui est encore employée aujourd'hui par les organisations humanitaires dans les zones sinistrées, le filtre à couches. Cela consiste à passer l'eau à travers différentes couches de matériaux, dans des pots, des caisses ou même des troncs évidés. Troncs d'arbres. D'abord, il y a de gros cailloux qui capturent les grandes impuretés. Ensuite, des couches de sable grossier et fin qui réduisent les matières en suspension et les micro-organismes. Enfin, le charbon de bois, généralement provenant de bois dur brûlé, absorbe les odeurs, les métaux lourds et les germes. L'eau s'infiltre lentement, purifiée par la gravité et nature. Ce n'était pas un processus rapide, mais sûr et entièrement autonome. Des herbes ont également été utilisées. L'armoise, le thym ou l'achillée millefeuille étaient placés dans l'eau pour la rendre germicide. Fer. En certains endroits, on ajoutait aussi de la cendre à l'eau pour réguler le pH et les bactéries, pour tuer. Une connaissance aujourd'hui presque oubliée. La collecte d'eau de pluie était également très répandue. Les toits étaient construits de manière à diriger l'eau dans des tonneaux en terre cuite ou des citernes, souvent recouvertes d'argile. Ces citernes à eau de pluie constituaient la source d'eau la plus sûre, propre, fraîche et sans déchets animaux. Le point est clair, il n'est pas besoin de bouteilles en plastique ou de produits chimiques pour avoir de l'eau potable. Juste la gravité, des matériaux naturels et un peu de patience. Au Moyen Âge, la graisse animale était plus qu'un simple sous-produit. C'était une ressource précieuse qui contribuait à la survie. Le suif, obtenu à partir de la graisse de mouton, de porc ou de bovin, était une sorte d'outil polyvalent médiéval. Il fournissait de la lumière, de la chaleur, des calories et de protection. La fabrication était simple. Après l'abattage, la graisse était délicatement retirée, fondue sur un feu ouvert et filtrée. Le résultat était une masse souple et pâteuse, durable, polyvalente et produite sans électricité. Pour l'éclairage, le talc était coulé dans des moules ou simplement un mèche en lin, des roseaux ou de l'écorce séchée. Les lampes à suif ainsi obtenues ne brûlaient pas très proprement et dégageaient une forte odeur, mais elles duraient pendant longtemps, particulièrement important pendant les longues nuits d'hiver ou dans des pièces sans fenêtres. La stéarine était également utile comme source de chaleur. Dans de petits récipients en argile avec une mèche imbibée de graisse, une source de chaleur simple se créait, souvent suffisante pour tempérer une petite pièce ou réchauffer de l'eau. Combiné avec des surfaces réfléchissantes, comme des murs clairs ou de métal poli, il était possible d'augmenter encore le rendement lumineux. La stéatite avait cependant d'autres fonctions. Elle était utilisée comme nourriture de secours, pas vraiment savoureuse, mais riche en énergie. En période de faim, une cuillère de graisse, vitale pour la survie. De plus, le talc conservait les outils et le cuir, était appliqué comme protection de la peau ou utilisé pour lubrifier les roues de chariot. Un véritable polyvalent. Aujourd'hui, les prévoyants et les communautés hors réseau utilisent à nouveau le talc, car il est durable sans électricité, se conserve bien et fournit lumière et chaleur en cas d'urgence. Celui qui voit la graisse uniquement comme un déchet n'a jamais essayé de faire un feu en grelottant dans le noir. Bien avant l'existence des téléphones, de l'internet ou des radios, les gens utilisaient ce qu'ils avaient à leur disposition. Feu. Et avec le feu sont venus les messages, les signaux, les avertissements, la coordination.
Surtout en période d'insécurité, c'était l'une des techniques de survie les plus importantes. L'idée était simple. Dans des endroits en hauteur, comme des collines, des tours de guet ou des lisières de forêt, des foyers préparés étaient érigés, toujours prêts à intervenir. Dès qu'un ennemi, un danger ou un message apparaissait, le premier feu de signalisation était allumé. De là, une chaîne commençait. Le poste suivant, qui voyait le feu, allumait le suivant. En quelques heures, une vallée entière, un comté ou une zone frontalière pouvaient être avertis sans un seul mot prononcé. Les villages pouvaient se préparer, les châteaux pouvaient fermer leurs portes, les hommes prendre les armes. Cette technique était si efficace qu'elle est restée en usage en Europe pendant des siècles, même encore dans les guerres du XVIIIe et celles du XIXe siècle. Surtout dans les régions rurales où les messagers à cheval auraient mis des jours, le signal de feu était souvent la seule chance d'alerte à temps. Mais le feu lui-même n'était pas seulement un message, sa forme aussi, nombre et durée. Un seul feu signifiait peut-être danger. 2 allumés rapidement l'un après l'autre indiquaient un ennemi en approche. 3 avec des pauses entre eux signalaient direction et distance. C'était un langage de lumière et de fumée. Et même lors d'occasions pacifiques comme le début des récoltes, pour des fêtes religieuses ou des annonces royales, des feux de signal étaient utilisés. Ils étaient un point de rencontre sociale, symbole de l'appartenance et outil technique à la fois. Aujourd'hui, ce savoir peut de nouveau sauver des vies. Celui qui se perd dans la nature sans réception réseau peut attirer l'attention avec du feu et de la fumée, à condition de savoir comment. Et c'est précisément ce que savaient les gens au Moyen Âge. Ils n'avaient aucune réception, mais ils avaient une connexion. Au Moyen Âge, il n'y avait pas d'hôpitaux modernes, antibiotiques ou médicaments en vente libre. Pourtant, cela ne signifiait pas que l'on était livré sans défense à la maladie. Au contraire, les gens se tournaient vers des connaissances séculaires, vers des plantes médicinales, observation de la nature et recettes transmises. Le jardin d'herbe était le cœur de l'approvisionnement médical, parfois aménagé derrière les murs des monastères, parfois récolté à l'état sauvage dans les prés, en lisière de forêt ou le long des cours d'eau. Les gens savaient quand il fallait récolter quelle plante. Ils savaient à quelle phase de la lune, à quelle heure du jour, à quel endroit. Ce savoir était transmis oralement, transmis de génération en génération. L'une des plantes les plus importantes était l'achillée millefeuille. Ces petites fleurs blanches étaient utilisées pour les plaies. Elles aidaient à arrêter les saignements et à soulager les inflammations. Les paysans, soldats et bergers les portaient souvent dans leur poche, une trousse de premier secours végétal. L'ail était également indispensable, surtout pendant les épidémies de peste ou de grippe. Il était broyé, macéré dans du vin ou utilisé en pommade. Ses propriétés antibactériennes en faisaient un antibiotique naturel. Le thym et la sauge étaient utilisés pour les maladies respiratoires, comme thé, inhalation ou teinture. Pour la toux, l'enrouement et la bronchite, ils avaient un effet expectorant et apaisant. La consoude, appelée Beinwell en allemand, était le remède pour les os. La racine était transformée en pâte et appliquée sur les fractures ou les entorses. Ainsi est né l'ancien nom, racine de consoude. Une plante discrète mais très efficace était le plantain lancéolé. Ses feuilles extrayaient des poisons des piqûres d'insectes, des cloques de brûlure et même des morsures de serpents. Il était écrasé et appliqué directement sur la zone affectée. Mais la vedette cachée était l'ortie. Elle servait à la fois de nourriture, de plante médicinale et de source d'énergie. En infusion, elle purifiait le sang, aidait à soulager les douleurs articulaires, soutenait l'absorption de fer et renforçait le système immunitaire. Ce qui rendait ces remèdes si spéciaux, ce n'était pas seulement la plante elle-même, mais la façon de l'appliquer. Les gens savaient quand utiliser la racine, quand la fleur et quand la feuille. Ils savaient comment les sécher, les stocker, les broyer, les faire bouillir en tisane ou les mélanger en pommade. Souvent, ces processus de guérison étaient aussi liés à des éléments spirituels avec prières, rituels, parfois même observations astrologiques. Mais cela ne signifie pas qu'ils étaient irrationnels. De nombreux médicaments modernes reposent aujourd'hui sur ces mêmes plantes. L'aspirine sur l'écorce de saule, la tomte-coquedidasta à l'anse, la morphine sur le pavot, la pénicilline sur le champignon. Les gens de l'époque n'étaient pas des médecins en blouse blanche, mais ils étaient observateurs, expérimentateurs et survivants. Ils n'avaient pas d'équipement de laboratoire, mais ils avaient de l'expérience. Et dans un monde sans pharmacie, cela faisait la différence entre la vie et la mort. Même aujourd'hui, lorsque les chaînes d'approvisionnement échouent ou que les médicaments deviennent rares, ce savoir est à nouveau d'une valeur inestimable. Une feuille récoltée au bon moment peut sauver plus qu'un flacon de pilule. Nous vivons dans un monde plein de technologies.
Commodité et disponibilité immédiate. Mais cette commodité a un prix. Nous avons désappris à être nous-mêmes pour survivre. Nos ancêtres au Moyen Âge n'avaient pas Internet, pas de supermarché et pas de électricité. Et pourtant, ils étaient à bien des égards plus indépendants et résistants que nous aujourd'hui. Ils savaient comment faire du feu, filtrer l'eau, conserver la nourriture, se soigner et s'entraider. Communiquer sans aucune prise. Alors que lors d'une panne de courant, nous ne savons même pas comment cuisiner ou nous chauffer, les foyers médiévaux étaient des unités de survie autonomes, profondément enracinées dans la nature, au rythme des saisons et dans leur savoir. Bien sûr, la vie à l'époque était dure, sans doute, mais elle était aussi honnête, pragmatique et créative. Et c'est précisément ce qui rend les techniques de cette époque si précieuses aujourd'hui. Elles fonctionnent sans électricité, sans plastique, sans application. Ils nous rappellent que survivre n'est pas une question de hasard, mais une compétence. Et parfois, la clé de l'avenir réside dans le passé.